Le chef de la mafia revint au manoir plus tôt que prévu et faillit s'évanouir à la vue qui s'offrait à lui. Les rires des enfants résonnaient dans le silence de l'après-midi. Un son si pur et si étrange que Nathan Blackwell eut l'impression qu'une main invisible lui serrait le cœur jusqu'à lui faire oublier comment battre. La maillette en cuir italien, remplie de contrats de plusieurs millions de dollars et de sombres complots, glissa de ses doigts et tomba lourdement sur le chemin de gravier blanc avec un bruit sec qu'il ne prit même pas la peine de remarquer. Les yeux de l'homme qui faisait baisser la tête à tout Chicago ne pouvaient pas comprendre ce qui se déroulait sur la pelouse verdoyante du domaine qu'il possédait. Là, sous le soleil doré de 16 heures, son fils Ethan, un garçon de 6 ans que 5 des meilleurs neurologues des États-Unis avaient unanimement diagnostiqué comme souffrant d'autisme sévère et d'une perte permanente de connexion émotionnelle, s'accrochait au cou d'une femme et riait aux éclats comme s'il n'avait jamais connu la douleur. Cette femme n'était pas Serena, sa fiancée parfaite et magnifique, ni aucune des thérapeutes coûteuses qu'il avait engagées. C'était Vivian Moore, la femme de ménage. Nathan ne l'avait jamais regardée dans les yeux plus de 2 secondes. Une jeune femme vêtue d'un uniforme vert bon marché et de gants en caoutchouc jaune vif qui brillaient au soleil. Elle rampait sur l'herbe en faisant des bruits de cheval qui hennissaient, sans se soucier le moins du monde que les genoux de son uniforme soient maculés de taches vertes. Ethan était assis sur son dos, ses petits bras tendus comme s'il voulait embrasser le monde entier, le visage rayonnant d'un bonheur que Nathan n'avait pas vu une seule fois au cours des 4 dernières années. 4 ans. 4 ans à regarder son fils assis dans un fauteuil roulant coûteux, le regard vide, fixé sur le néant. 4 années à écouter les médecins expliquer que les muscles d'Ethan s'étaient atrophiés et raidis, que le garçon ne pouvait pas supporter son propre poids, que le rire était un réflexe impossible dans son état. 4 années à dépenser des millions de dollars pour les traitements les plus avancés, les appareils médicaux les plus coûteux, les soi-disant meilleurs spécialistes, et maintenant, une femme de ménage avec des gants en caoutchouc à 2 dollars faisait ce que tout son argent ne pouvait pas acheter. L'arme cachée sous son costume lui semblait soudain aussi lourde qu'une pierre, lui tirant l'épaule vers le bas. Nathan Blackwell, l'homme qui avait autrefois affronté le canon d'un ennemi sans ciller. L'homme qui avait donné l'ordre de s'occuper de personne sans la moindre hésitation, se tenait maintenant immobile comme une statue devant son fils qui riait et jouait. Le contraste était si frappant qu'il en était cruel. Son costume à 15 000 $ contre l'uniforme bon marché de la jeune fille. Le pouvoir d'un parrain de la mafia qui terrifiait toute une ville contre l'impuissance d'un père qui ne pouvait pas faire sourire son propre enfant. 5 neurologues de renom, diplômés et réputés, avaient échoué lamentablement, tandis qu'une jeune fille qui n'avait pas terminé ses études universitaires était en train de créer un miracle sous ses yeux. L'esprit de Nathan tournait à toute vitesse, essayant de concilier des contradictions qui n'avaient aucune explication. Ce matin, juste avant qu'il ne parte pour une réunion, Serena lui avait parlé d'une voix douce et inquiète, lui disant qu'Ethan avait besoin d'une dose plus élevée de sédatifs en raison d'épisodes agressifs incontrôlables. Elle avait dit que le garçon avait griffé une infirmière, avait crié toute la nuit et avait complètement perdu le contact avec la réalité. Mais l'enfant qui riait devant lui ne ressemblait pas à un patient qui avait besoin de sédatifs. Le garçon était vivant, il ressentait des émotions, il aimait. Une question explosa dans la tête de Nathan comme une bombe atomique, brisant toutes les convictions qu'il s'était forgées au cours des 4 dernières années. Si son fils pouvait rire, pouvait l'embrasser, pouvait jouer comme un enfant normal, alors qui lui avait menti? Qui lui avait fait croire qu'Ethan était une coquille vide, dépourvue de toute émotion? Qui avait volé 4 années de l'enfance de son fils et transformé le garçon en fantôme dans sa propre maison? Et surtout, pourquoi Nathan sentait-il le sol sous ses pieds commencer à trembler? Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il avait accepté pendant 4 ans s'effondrait. Et dans les décombres de cette compréhension complètement bouleversée, une seule chose était claire. D'une manière qui faisait mal, quelqu'un l'avait trompé. Quelqu'un allait payer. Si vous voulez connaître la terrible vérité derrière cette intrigue, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Partagez la vidéo avec vos amis qui aiment les drames. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Nathan se dirigea vers le jardin,
chaque pas lourd écrasant le gravier blanc, ce bruit rauque brisant la fragile bulle de bonheur qui flottait au-dessus de la pelouse verte. Vivienne l'entendit et tout son corps se figea, comme si quelqu'un avait versé un seau d'eau glacée sur sa tête. Elle se retourna et son visage pâlit instantanément lorsqu'elle vit la grande silhouette de Nathan Blackwell se diriger droit vers elle. Dans son esprit, la voix froide de Serena résonna aussitôt. La règle que cette femme avait répétée encore et encore le tout premier jour de Vivienne dans ce manoir. Ne touche pas au jeune maître. Si tu le touches, tu seras immédiatement renvoyé, sans lettre de recommandation, sans aucune forme de compensation. Vivienne posa précipitamment Ethan sur l'herbe. Elle était tellement pressée qu'elle faillit faire tomber le garçon. Elle tomba à genoux, la tête baissée, n'osant pas lever les yeux vers le maître de maison. Ses mains, toujours dans les gants en caoutchouc jaune vif, tremblaient devant sa poitrine comme celle de quelqu'un qui attendait une condamnation à mort. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine, et sa respiration était rapide et superficielle. Elle avait commis une erreur fatale. Elle avait enfreint la règle la plus importante. Et maintenant, elle allait perdre le seul travail qui la maintenait en vie, perdre son refuge, tout perdre. Mais ce qui surprit Vivienne, c'est qu'Ethan refusait de la quitter. Le garçon agrippait la manche de son uniforme, ses petits doigts serrant comme s'il s'agissait du seul gilet de sauvetage dans un vaste océan. Il poussa un gémissement de protestation, un son clair et délibéré, qui n'avait rien à voir avec les grognements insignifiants que les médecins avaient décrits dans son dossier médical. Nathan s'arrêta à quelques pas, ses yeux vifs et froids enregistrant le moindre détail. Il observa la façon dont son fils s'accrochait à la femme de chambre, remarqua la résistance indéniable dans chacun des mouvements du garçon, et son esprit commença à analyser ce qu'il voyait. Ce n'était pas un réflexe inconscient que les médecins expliquaient depuis 4 ans. C'était un acte intentionnel de la part d'un enfant pleinement conscient du monde qui l'entourait. Puis Ethan fit quelque chose qui donna à Nathan l'impression de recevoir un coup de poing en plein dans la poitrine. Le garçon sentit la tension qui émanait de Vivienne, sentit la peur qui faisait trembler son corps, et il agit. Ethan lâcha la manche de Vivienne, rampait vers l'avant, puis se leva sur ses petites jambes, se tenant droit devant la femme de ménage comme un bouclier vivant. Il leva ses petits bras, les écarta de chaque côté comme s'il essayait de protéger Vivienne de tout danger. Les yeux bruns du garçon, qui ressemblaient exactement à ceux de sa défunte mère, fixaient ceux de Nathan avec une expression que cet homme n'avait jamais vue sur le visage de son fils. C'était un regard méfiant, prudent, le regard d'un enfant qui essayait de protéger celui qu'il aimait d'un ennemi. Et cet ennemi était son propre père. Nathan sentit une douleur aiguë lui transpercer la poitrine, plus vive que toutes les balles qu'il avait essuyées au cours d'une vie marquée par la violence. Son fils, l'enfant dont les médecins avaient juré qu'il ne reconnaîtrait jamais sa famille, se tenait là, protégeant une domestique de lui. La brutale vérité s'abattit sur lui comme un raz de marée. Aux yeux d'Ethan, Nathan Blackwell n'était pas son père. Il était un étranger, il était une menace. Il était quelqu'un dont son fils devait se méfier. Et Vivienne, la femme de ménage avec ses gants et un caoutchouc jaune bon marché, était la sécurité. Était-elle quelqu'un de confiance? Était-elle quelqu'un qui méritait d'être protégé? La voix de Vivienne s'éleva, tremblante dans le silence pesant. « Monsieur, je suis désolé. Je ne savais pas que vous rentriez tôt. » Elle resta agenouillée sur le sol, la tête baissée, n'osant pas lever les yeux. Nathan déglutit péniblement, la gorge sèche et amère. Lorsqu'il parla, sa voix était rauque, inconnue même pour lui-même. « Restez où vous êtes. Ne bougez pas. » Vive se raidit, attendant que la fureur éclate, attendant les insultes criées, attendant la froide déclaration de renvoi. Elle avait joué avec cette idée dans son esprit depuis le moment où elle l'avait vue. Mais rien ne se passa. Nathan resta là, immobile comme une statue, regardant son fils, les petits bras levés, protégeant la domestique. Il se tenait dans son propre jardin, dans le manoir qu'il possédait, dans l'empire qu'il avait bâti à la sueur de son front. Et il se sentait comme un étranger, un intrus, quelqu'un de malvenu depuis 4 ans. Où était-il quand son fils avait besoin d'un père? Qu'avait-il fait pendant qu'Ethan grandissait dans la solitude et la peur? Qu'avait-il cru alors que la vérité était juste sous ses yeux? Si seulement il avait pris le temps de regarder. Nathan Blackwell, le parrain de la mafia qui ne savait pas ce qu'était la peur, ressentit pour la première fois de sa vie
Une douleur que l'argent ne pouvait guérir et que le pouvoir ne pouvait effacer. La douleur d'un père devenu un ennemi aux yeux de son propre fils. Nathan s'approcha, la voix rapide et brisée par le désespoir. Depuis quand était-il capable de rire ainsi? Les médecins avaient dit que ses muscles s'étaient atrophiés et raidis. Il ne pouvait plus supporter le poids de son propre corps. Ils avaient dit que le rire était un réflexe qui ne pouvait exister dans son état. Depuis quand? Les questions fusaient comme des balles, les unes après les autres, chaque mot portant la perplexité d'un homme qui voyait toute sa compréhension de la réalité s'effondrer en mille morceaux. Vive était toujours agenouillée sur la pelouse. Mais lorsqu'elle entendit cette question, elle leva lentement la tête. Pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans ce manoir, elle regarda Nathan Blackwell droit dans les yeux, sans crainte, sans baisser le regard. À cet instant, elle oublia que l'homme devant elle était le plus puissant parrain de la mafia de Chicago. Elle oublia qu'elle n'était qu'une petite femme de chambre invisible. Elle oublia toutes les règles et les limites auxquelles elle avait obéi pendant 8 mois. Sa voix s'éleva, remplie d'un instinct protecteur féroce pour le garçon qui se tenait entre eux. Toujours, monsieur, il a toujours su rire, toujours su embrasser, toujours su aimer. Il reconnaît chaque personne dans cette maison. Il n'est pas du tout comme ils vous l'ont décrit. Nathan resta figé, les mots de Vivien lui transperçant le cœur comme des lames. Toujours. Un mot simple, mais qui portait le poids de 4 années de mensonges. Il fixa Vivien, ses yeux exigeant une explication, et elle commença à lui raconter. Elle travaillait ici depuis 8 mois. Au début, elle ne nettoyait que le rez-de-chaussée. Elle n'avait pas le droit de monter à l'étage, ni de s'approcher du jeune maître, ni de faire quoi que ce soit d'autre que d'essuyer les surfaces et de récurer les sols. Mais une nuit, alors que tout le manoir était plongé dans le sommeil, elle entendit des pleurs. Un petit son faible s'échappant d'une pièce au 2e étage, la pièce où on lui avait interdit d'entrer. Vivian savait qu'elle enfreignait la règle. Elle savait qu'elle pourrait être renvoyée sur le champ si elle se faisait prendre. Mais ses pleurs, les pleurs d'un enfant seul au milieu de la nuit, lui rendaient impossible de détourner le regard. Elle monta doucement les escaliers, poussa délicatement la porte d'Ethan, et ce qu'elle vit changea tout. Ethan ne dormait pas. Le garçon était allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, complètement éveillé. Lorsqu'elle entra dans la chambre, il tourna la tête, et ses yeux bruns la regardèrent avec une expression que Vivien n'oublierait jamais. C'était un regard suppliant, le regard d'un enfant cherchant désespérément de l'aide. Il avait peur, mais pas de Vivien. Il avait peur de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Pas à ce moment-là. À partir de cette nuit-là, Vivien commença à rendre visite à Ethan en secret. Chaque nuit, quand tout le monde dormait, elle se glissait dans la chambre du garçon, s'asseyait à côté de son lit, lui tenait la main et lui murmurait des contes de fées. Peu à peu, Ethan commença à lui faire confiance. Il commença à réagir, à rire, à tendre les bras vers elle et à l'enlacer comme le ferait n'importe quel enfant ordinaire en manque d'affection. Puis Vivien découvrit la chose la plus importante de toutes. Chaque matin, Serena elle-même donnait à Ethan ce qu'elle appelait une vitamine, un sirop violet dans une petite bouteille en verre. Serena disait que c'était un complément alimentaire nécessaire pour maintenir le garçon en bonne santé. Mais après chaque dose de ce sirop, Ethan changeait complètement. L'éclat vif de ses yeux s'éteignait. Son corps, auparavant plein de vie, devenait mou, comme si ses os avaient disparu. Le garçon était devenu une coquille vide, assis dans son fauteuil roulant, le regard perdu dans le vide, sans réagir à ce qui l'entourait. Vivien soupçonnait que ce sirop violet n'était pas du tout une vitamine. Mais qui était-elle? Elle n'était qu'une femme de ménage sans diplôme, sans voix, sans pouvoir. Qui la croirait si elle se levait et accusait la belle fiancée du parrain de la mafia? Nathan sentait son esprit tourner à toute vitesse. 4 ans, des millions de dollars, 5 des meilleurs neurologues des États-Unis, les appareils médicaux les plus coûteux, les traitements les plus avancés. Tout cela n'était que mensonge. Son fils n'était pas autiste du tout. Son fils avait été systématiquement empoisonné pendant 4 ans sous son propre toit. Il regarda Vivian, sa voix. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police? » Vivien répondit avec un sourire amer. « Qui suis-je, monsieur? Je suis une femme de ménage sans éducation, sans famille, sans personne pour me soutenir.
et Serena est la fiancée du plus puissant parrain de la mafia de cette ville. Si j'étais allé voir la police, qui m'aurait cru? Ils m'auraient ri au nez et m'auraient jeté hors du commissariat. Et le lendemain, j'aurais disparu sans laisser de traces, tandis qu'Ethan serait resté prisonnier d'un enfer dont personne ne soupçonnait l'existence. Nathan resta là, silencieux, ressentant chaque mot de Vivian comme des aiguilles enfoncées dans sa chair. Elle avait raison. Dans son monde, la vérité n'avait pas plus d'importance que le pouvoir. Et Serena avait tout le pouvoir nécessaire à une femme pour faire taire une femme de chambre inconnue. Mais maintenant, Nathan connaissait la vérité, et quelqu'un allait payer pour les 4 années d'enfer que son fils avait été contraint d'endurer. Il était bien après minuit, mais Nathan ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il était assis seul dans son bureau plongé dans l'obscurité, avec pour seule compagnie la lumière froide de la lune qui filtrait à travers la grande baie vitrée et dessinait des traînées pâles et fantomatiques sur le parquet. Le verre de whisky qu'il tenait à la main était vide depuis longtemps. Pourtant, il le serrait toujours, les doigts crispés autour du bord, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de sombrer dans l'abîme. Les paroles de Vivian résonnaient dans sa tête. Toujours. Il avait toujours su rire. Il avait toujours su embrasser. Puis, les souvenirs avaient afflué comme un torrent qu'il ne pouvait retenir, le ramenant 4 ans en arrière, au jour où sa vie s'était complètement effondrée. Il y a 4 ans, Nathan avait reçu un appel de l'hôpital alors qu'il était en pleine réunion importante avec ses associés. La voix à l'autre bout du fil, froide et professionnelle, l'avait informé que sa femme, Catherine, avait eu un grave accident de voiture sur l'autoroute. Le véhicule avait perdu le contrôle, avait percuté le garde-corps et avait plongé dans un ravin profond. Catherine était morte sur le coup. Ethan, son fils, alors âgé de seulement 2 ans, était assis sur le siège arrière. Le garçon avait survécu par miracle, mais le médecin avait déclaré que son cerveau avait été gravement endommagé par le choc. Nathan se souvenait avoir conduit comme un fou jusqu'à l'hôpital. Il se souvenait avoir vu le corps de Catherine recouvert d'un drap blanc. Il se souvenait d'avoir eu l'impression que quelqu'un lui avait arraché le cœur de la poitrine et l'avait écrasé sous ses yeux. Catherine était la seule lumière dans son monde sombre. Elle était la seule femme à avoir vu l'homme réel derrière le masque froid d'un chef mafieux. Elle l'aimait non pas pour son argent ou son pouvoir, mais pour ce qu'il était. Et maintenant, elle était partie, le laissant seul avec un fils qui, selon le médecin, ne serait plus jamais normal. Les funérailles de Catherine durèrent 3 jours. Nathan ne se souvenait pas beaucoup de ces jours-là, seulement qu'il était resté debout comme une statue à côté du cercueil de sa femme, seulement les sanglots des personnes en deuil, seulement le vide, comme si quelqu'un avait creusé un immense trou dans son âme. Et puis Serena apparut. Serena Cross, la demi-sœur de Catherine du côté de leur père, une femme qu'il n'avait rencontrée qu'à quelques reprises lors de réunions de famille. Elle vint de le voir juste après les funérailles. Ses yeux étaient rougis par les larmes, sa voix douce et pleine de compassion. Elle lui dit de se concentrer sur son travail. Elle s'occuperait d'Ethan. C'était ce que Catherine aurait voulu. C'était la seule façon pour Serena d'honorer la mémoire de sa sœur. Nathan était trop accablé par le chagrin pour réfléchir, trop épuisé pour poser des questions. Son empire clandestin était alors menacé par des gangs rivaux. Il devait se battre pour protéger ce qu'il avait construit. Il n'avait pas le temps de s'occuper d'un enfant atteint de lésions cérébrales. Il acquiesça donc, confiant son fils à Serena sans la moindre suspicion. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il voyait Ethan, le garçon était toujours dans son fauteuil roulant coûteux, les yeux éteints fixés sur le vide, le corps rigide comme une poupée. Serena disait que les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Elle avait dit que l'état d'Ethan ne pouvait pas s'améliorer. Elle avait dit que Nathan devait accepter la vérité, que son fils resterait ainsi pour toujours. Et Nathan l'avait cru. Il avait cru chaque mot qu'elle avait dit, il avait cru les rapports médicaux, il avait cru au dévouement dont elle faisait preuve chaque jour aux côtés d'Ethan. Il avait cru jusqu'à en devenir aveugle. Mais maintenant, assis dans l'obscurité, un verre vide à la main, les doutes commençaient à envahir l'esprit de Nathan comme des serpents venimeux. L'accident de voiture de ce jour-là était-il vraiment un accident? Pourquoi Serena était-elle apparue exactement au bon moment, prête à assumer toutes les responsabilités liées aux soins d'Ethan sans rien demander en retour? Elle avait empoisonné son fils pendant 4 ans. Quel était donc son but final?
Nathan posa le verre sur le bureau et appuya sur le bouton d'appel de l'interphone. Quelques minutes plus tard, Marcus entra dans la pièce, alerte malgré l'heure tardive. Marcus était le bras droit de Nathan, l'homme le plus loyal de son organisation, la seule personne en qui il avait entièrement confiance. Nathan regarda Marcus, la voix froide et ferme. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur les médicaments qu'Ethan prend. Découvrez ce que c'est vraiment et qui les a prescrits. Trouvez toutes les informations possibles sur le Dr. Preston, le neurologue qui a diagnostiqué mon fils. Et encore une chose, rouvrez le dossier sur l'accident de voiture de Catherine il y a 4 ans. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Ne négligez rien. » Marcus resta immobile pendant une seconde, ses yeux perçants balayant le visage de Nathan comme s'il essayait de déchiffrer ce qui se passait. Puis, il prit la parole. « Monsieur, si c'est un complot comme vous le pensez, il est très vaste, très dangereux, et quelqu'un le prépare depuis longtemps. » Nathan se leva, son ombre se projetant sur le mur comme un monstre gigantesque dans la lumière froide de la lune, sa voix tranchant dans la pièce sombre, tranchante comme une lame. « Si c'est un complot, alors quelqu'un va payer. Et je vous promets que le prix sera très élevé. » Le lendemain, Serena revint au manoir après un séjour de 2 jours dans un spa. Elle entra vêtue d'une élégante robe crème, ses cheveux bruns brillants tombant sur ses épaules, sa peau rayonnante comme si elle avait été soignée par les meilleurs experts que l'argent pouvait acheter, belle, raffinée, impeccable comme toujours. Elle s'approcha de Nathan, qui était assis dans le salon, se pencha pour lui donner un léger baiser sur la joue et lui dit d'une voix douce, « Chérie, tu es rentré tôt hier. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? » Nathan leva les yeux vers elle, le visage impassible. 4 ans passés dans le monde souterrain lui avaient appris à porter un masque parfait. Il répondit d'un ton neutre. « La réunion s'était terminée plus tôt que prévu. Je voulais rentrer à la maison pour voir Ethan. » Serena eut un petit rire, clair comme un carillon éolien. « Ethan, je lui ai déjà donné ses médicaments. Il se repose dans sa chambre. Tu sais comment c'est. Il ne reconnaît personne. Lui rendre visite, c'est comme regarder un mur. » Cette phrase. Autrefois, Nathan aurait acquiescé, convaincu qu'il s'agissait d'une vérité évidente. Mais aujourd'hui, après ce dont il avait été témoin dans le jardin l'après-midi précédent, après le récit de Viviane, elle lui transperçait les oreilles comme un couteau. Il ne reconnaît personne. Nathan dut serrer les mâchoires pour empêcher un grognement de colère de s'échapper. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger. La longue table en chêne était dressée avec une élégance soignée, des bougies et des fleurs fraîches disposées avec soin. Serena était assise en face de Nathan et Ethan était installé dans la chaise haute spéciale à côté d'elle. Le garçon était assis là, le regard vide et vague, le corps mou comme une poupée dont on aurait retiré la clé. Nathan regarda son fils et vit avec une brutalité évidente à quel point il était différent de l'enfant qui riait sur la pelouse la veille. Le médicament, ce maudit sirop violet, avait transformé son fils en cela. Serena se pencha, essuya doucement la bouche d'Ethan, lissa ses cheveux et lui murmura des mots doux. « Mange, mon chéri bon garçon. Ta tante t'aime. » Ses gestes étaient pratiqués et tendres, exactement comme ceux d'une gardienne dévouée. Mais cette fois, Nathan observait avec un regard différent. Il voyait ce qu'il avait manqué pendant 4 ans. Chaque fois que la main de Serena le touchait, Ethan tressaillait, son petit corps se raidissait, ses épaules minuscules tremblaient, comme s'il essayait de s'éloigner d'un danger qu'il ne pouvait nommer. Et ses yeux, ceux que Serena qualifiait de vides et incapables de reconnaître quoi que ce soit, ne la regardaient jamais. Il dérivait vers un coin de la pièce où Vivian se tenait tranquillement, attendant de servir. La façon dont Ethan regardait Vivian n'avait rien à voir avec la façon dont il regardait Serena. Il y avait du désir, de la confiance et une sorte de paix dans son regard. Nathan jeta un coup d'œil vers ce coin et aperçut Vivian, la tête baissée, évitant tous les regards, les mains serrées contre son ventre. Cette fille savait qu'elle était observée, savait qu'elle devait garder ses distances, savait qu'un seul faux mouvement pouvait lui coûter plus que son emploi. Cela pouvait lui coûter la vie. Puis Nathan vit Serena jeter un coup d'œil à Vivian. Ce n'était qu'un regard fugace. Mais cela lui suffit pour en lire tout le sens. Froid, mépris, haine. Ce n'était pas le regard d'un employeur envers une servante. C'était le regard d'un ennemi envers une menace. Nathan fit semblant de ne rien avoir vu. Il coupa un morceau de steak dans son assiette et demanda d'une voix normale.
Le nouveau médicament est-il efficace ces derniers temps? Serena se retourna avec un sourire doux. Le docteur Preston dit que nous devrions peut-être augmenter un peu la dose. Ethan semble un peu agité ces derniers temps. Il a parfois des réactions étranges que le médecin ne peut expliquer. Nathan acquiesça, son regard se posant sur le petit flacon de sirop violette posé sur la table juste à côté de l'assiette d'Ethan. Je comprends. Deux mots simples, mais leur véritable signification n'avait rien à voir avec ce que Serena pensait. Il comprenait que son fils était empoisonné chaque jour. Il comprenait que la femme assise en face de lui était un serpent venimeux portant un visage humain. Il comprenait qu'il devait agir de manière irréprochable jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de preuves entre les mains. Le dîner se termina dans un silence artificiel. Nathan se rendit dans sa chambre privée, ferma la porte et resta debout dans l'obscurité. Il serra le poing si fort que ses jointures blanchirent. La rage bouillonnait dans sa poitrine comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Mais il devait la contenir, attendre, être patient. Marcus menait l'enquête. La vérité serait bientôt révélée. Et quand ce serait le cas, Serena découvrirait à quoi ressemblait vraiment la fureur de Nathan Blackwell. Le jeu du chat et de la souris avait officiellement commencé, et Nathan était certain qu'il ne serait pas la souris. 3 jours passèrent dans une atmosphère tendue et suffocante. 3 jours pendant lesquels Nathan dut se montrer parfait. Il dut regarder Serena lui sourire chaque matin. Il dut la regarder verser du sirop violet dans la bouche de son fils sans rien faire. 3 jours pendant lesquels il dut ravaler sa rage, attendant que Marcus revienne avec les pièces manquantes du puzzle. Et enfin, le 3e soir, Marcus frappa à la porte de son bureau. Avec une épaisse mallette à la main, Nathan s'assit derrière son bureau, fit signe à Marcus de fermer la porte et commença son rapport. Marcus posa la maillette sur le bureau, l'ouvrit et en sortit une pile de dossiers, la voix basse et calme. « Monsieur, j'ai enquêté sur le Dr. Howard Preston, comme vous me l'avez demandé, et ce que j'ai découvert est très troublant. Le Dr. Preston n'est pas un neurologue pédiatrique, comme il le prétend. C'est un psychiatre spécialisé dans les sédatifs et l'anesthésie pour les patients atteints de troubles mentaux graves. Ses diplômes sont authentiques, mais sa spécialité ne correspond absolument pas aux besoins du jeune maître. » Nathan serra les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, mais il ne dit rien et se contenta de faire signe à Marcus de continuer. Marcus tourna la page. « Quant aux médicaments qu'Ethan prend, monsieur, ce n'est pas une vitamine comme le dit Serena. J'ai fait analyser un échantillon par un expert en pharmacologie et les résultats montrent qu'il s'agit d'un mélange d'hélipéridol et de benzodiazépine. Ce sont des sédatifs extrêmement puissants, généralement utilisés uniquement pour les patients psychiatriques gravement atteints dans des établissements médicaux spécialisés. La dose contenue dans le flacon d'Ethan est suffisante pour transformer un adulte en bonne santé en légumes, sans parler d'un enfant de 6 ans. Nathan sentit la nausée lui monter à la gorge. Son fils avait été empoisonné pendant 4 ans sous son propre toit, sous ses yeux, et il ne s'en était jamais rendu compte. Marcus poursuivit. « Et encore une chose, monsieur. J'ai suivi les transactions financières de Serena au cours des dernières années. Chaque mois, elle retire 10 000 $ en espèces de son compte personnel et les remet directement au Dr. Preston. Pas de virement bancaire, pas de facture, pas de paperasse qui pourrait laisser des traces. Au total, en 4 ans, elle a dépensé près d'un demi-million de dollars pour payer l'empoisonnement du jeune maître. » Nathan se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda fixement le jardin, noir et silencieux derrière la vitre. Un demi-million de dollars. Serena avait dépensé un demi-million de dollars pour transformer son fils en cadavre vivant. Il prit une lente et profonde inspiration, réprimant la rage qui le submergeait et qui le poussait à hurler pour se libérer. Et l'accident de Catherine? Marcus resta silencieux pendant 1 seconde avant de répondre, toujours en train d'enquêter. « Monsieur, le dossier a été clos il y a longtemps, concluant à un accident dû à une perte de contrôle. Mais j'ai trouvé un détail très suspect. » Nathan se retourna, le regard acéré comme une lame. Quel détail! La voiture de Catherine avait été amenée au garage pour un entretien 1 semaine avant l'accident. J'ai trouvé le garage qui a effectué le travail et j'ai obtenu une copie de la demande d'entretien. La personne qui a programmé l'entretien ce jour-là, monsieur, était Serena Cross. Nathan sentit le sang dans son corps se transformer en glace. Serena avait programmé l'entretien de Catherine.
Une semaine plus tard, Catherine mourait dans un accident dit causé par une perte de contrôle. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Continuez à creuser, dit Nathan, la voix glaciale. Trouvez le mécanicien qui a entretenu la voiture ce jour-là. Découvrez ce qu'ils ont fait au véhicule, qui y a eu accès après l'entretien. J'ai besoin de preuves solides avant d'agir. Si Serena a vraiment tué Catherine, je ne la laisserai pas mourir facilement. Marcus acquiesça. Je comprends, monsieur. Mais je dois vous demander ce que vous comptez faire d'elle pendant que nous attendons. Elle vit sous le même toit que vous et Ethan. Nathan retourna à son bureau, s'assit, le regard froid et calculateur, tel un léopard traquant sa proie. Elle ne se doutera de rien. Nous continuerons à jouer les fiancés aveugles jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de preuves. Mais à partir de maintenant, je veux que nos hommes surveillent chacun de ses mouvements, chacun de ses appels, chacune de ses rencontres, et surtout, qu'ils trouvent un moyen de remplacer le médicament d'Ethan par un faux sans qu'elle s'en aperçoive. Mon fils n'avalera plus une seule goutte de poison. Marcus acquiesça et quitta la pièce, laissant Nathan seul dans la pièce sombre. Il resta assis là, le regard perdu dans le vide, l'esprit en ébullition après ce qu'il venait d'apprendre. Son fils n'était pas autiste du tout. Ethan avait été systématiquement empoisonné pendant 4 ans. Et derrière tout cela se cachait Serena, la femme en qui il avait confiance, la femme qu'il comptait épouser, la femme qui avait peut-être tué Catherine. Nathan serra le poing, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'à la faire saigner sans qu'il s'en aperçoive. Elle allait payer pour tout, centime par centime. Cette nuit-là, après le départ de Marcus, Nathan fit appeler Vivienne dans son bureau. Elle entra dans la pièce sombre, le visage marqué par l'inquiétude. Les mains jointes devant son ventre, elle baissa les yeux, n'osant pas regarder son employeur droit dans les yeux. Nathan était assis derrière son bureau, la regardant en silence pendant un long moment avant de parler. « Asseyez-vous. » Vivienne hésita, puis s'assit sur la chaise en face du bureau, le dos droit, les épaules tendues, comme un petit animal prêt à s'enfuir à tout moment. Nathan la regarda, et sa voix n'était pas aussi froide que d'habitude. Il y avait autre chose dans son regard maintenant. « J'ai besoin d'en savoir plus sur vous, Vivienne. D'où venez-vous? Qui étiez-vous avant de venir ici? » Vivienne leva la tête, la surprise se lisant clairement sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce que le plus puissant parrain de la mafia de Chicago s'intéresse au passé d'une simple femme de ménage comme elle. Mais elle comprit alors. Il essayait de confirmer si elle était l'espionne de quelqu'un, si elle faisait partie d'un complot plus vaste. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler, d'une voix douce mais ferme. « Je suis orpheline, monsieur. Je n'ai jamais connu mes parents. Je ne sais pas qui ils étaient, ni pourquoi ils m'ont abandonné. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été trouvé devant la porte d'un orphelinat à la périphérie de la ville, alors que je n'avais que quelques jours, enveloppé dans une vieille couverture déchirée, sans nom, sans papier, sans rien. » Elle fit une pause, comme pour ravaler des souvenirs douloureux. « J'ai grandi dans cet orphelinat où chaque jour était une lutte pour survivre. La faim, la solitude, les brimades des enfants plus âgés. J'ai appris que dans ce monde, personne ne me sauverait à part moi-même. » Nathan était assis tranquillement, écoutant, les yeux rivés sur le visage de Vivienne. Elle continua, et sa voix se mit à trembler. « Quand j'avais 18 ans, une famille est venue à l'orphelinat et a dit qu'elle voulait m'adopter. J'ai pensé que c'était un miracle. J'ai pensé que Dieu m'avait enfin vu. J'ai pensé que j'allais avoir une vraie famille. Mais je me trompais. Ce n'était pas le paradis. C'était l'enfer. » Vivienne remonta sa manche, révélant de légères cicatrices qui parcouraient son bras. « L'homme qui m'a adopté était violent. Il me battait pour un oui ou pour un non. Parce que le riz n'était pas assez cuit. Parce que la maison n'était pas assez propre. Parce que je l'avais regardé de travers. 4 ans, monsieur. J'ai vécu 4 ans dans cet enfer. J'avais trop peur pour appeler à l'aide, car il menaçait de me tuer si j'en parlais à qui que ce soit. » Nathan sentit sa mâchoire se crisper en l'écoutant. Il avait été témoin de cruauté dans sa vie, avait infligé plus que sa part de souffrance à d'autres. Mais le calvaire d'une enfant orpheline sans nulle part où aller suscitait toujours sa colère. Vive baissa à nouveau sa manche, couvrant ses cicatrices. « À 22 ans, je me suis enfui. J'ai quitté cette maison avec rien d'autre que mes mains nues et un corps couvert de cicatrices. J'ai erré dans les rues, faisant tout pour survivre, lavant la vaisselle, nettoyant des maisons,
portant des plateaux dans de petits restaurants. J'ai économisé chaque dollar et j'ai essayé d'aller à l'université pour étudier la psychologie, car je voulais comprendre pourquoi les gens pouvaient être si méchants les uns envers les autres. Mais à ma troisième année, je n'avais plus assez d'argent pour continuer. J'ai dû abandonner mes études et travailler comme femme de ménage pour survivre. Nathan l'observait, baissant la voix. Alors pourquoi as-tu risqué ta vie pour Ethan? Tu n'avais rien à y gagner. Personne ne t'a payé pour ça. Personne ne l'aurait même su. Personne ne t'aurait remercié. Pourquoi risquerais-tu tout pour un enfant qui n'est pas le tien? Vive leva la tête et pour la première fois depuis le début de la conversation, elle regarda Nathan droit dans les yeux, ses yeux bruns brillant d'une lueur intense. Parce que je sais ce que ça fait, monsieur. Je sais ce que c'est que d'être piégé en enfer et que personne n'entende vos cris. Je sais ce que c'est que de regarder le monde et de voir les gens passer en riant, vivre une vie normale pendant que vous mourrez lentement et que personne ne le sait. Quand j'ai regardé Ethan dans les yeux cette nuit-là, j'ai vu mon reflet d'il y a des années. J'ai vu un enfant qui suppliait désespérément qu'on l'aide et personne ne l'écoutait. Je ne pouvais pas le laisser. Je ne pouvais pas détourner le regard et faire semblant de ne pas voir. Si je l'avais fait, je n'aurais pas été différent des gens qui m'avaient abandonné à l'époque. Nathan était assis là, regardant la jeune femme devant lui, et pour la première fois, il la voyait vraiment. Pas la femme de ménage en uniforme vert et gants en caoutchouc jaune vif, mais un être humain qui avait traversé l'enfer et survécu, une guerrière plus forte que tous ceux qu'il avait rencontrés dans le monde violent de la pègre. Et dans le cœur froid du chef mafieux, pour la première fois depuis 4 ans, depuis le départ de Catherine, quelque chose de chaud commença à s'éveiller. Pendant que Nathan et Vivien discutaient, la porte du bureau s'ouvrit soudainement dans un grincement doux et inquiétant. Ils se retournèrent tous les deux et virent dans l'embrasure de la porte une petite silhouette aux cheveux bruns ébouriffés, les yeux encore lourds de sommeil, mais qui s'illuminèrent dès qu'elle aperçut Vivien. Ethan s'était glissé hors de son lit au milieu de la nuit pour chercher la personne en qui il avait le plus confiance dans cette maison. Quand il vit Vivien, son visage s'illumina et il courut droit vers elle, ses petits bras s'enroulant étroitement autour de sa jambe, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Vivien se pencha, lui caressa les cheveux, d'une voix douce et chaleureuse. « Pourquoi tu ne dors pas? Il fait déjà nuit. Tu dois te reposer. » Nathan resta là à les regarder, et son cœur se serra d'une douleur si vive qu'il eut l'impression qu'un couteau le transperçait. Pendant 4 ans, son fils ne s'était jamais précipité vers lui comme ça. Pendant 4 ans, il n'avait vu qu'un enfant dans un fauteuil roulant, au regard vide, qui ne réagissait jamais quand Nathan entrait dans la pièce, qui ne tendait jamais la main quand Nathan s'approchait. Il avait pensé que c'était la maladie, des lésions cérébrales, un destin cruel. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Son fils ne le serrait pas dans ses bras, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne savait pas qui était Nathan. Pour Ethan, Nathan n'était qu'une ombre étrange qui apparaissait et disparaissait de temps en temps. Pas un père en qui il pouvait avoir confiance et qu'il pouvait aimer. Puis quelque chose de miraculeux se produisit. Ethan leva la tête pour regarder Vivian, puis se tourna lentement vers Nathan. Les yeux bruns du garçon, ceux-là même qui reflétaient ceux de Catherine, avaient quelque chose de différent de la lassitude prudente que Nathan avait vue dans le jardin ce jour-là. Ethan hésita un instant, comme s'il luttait contre lui-même, puis fit quelque chose qui coupa le souffle à Nathan. Ethan tendit sa petite main et prit le doigt de son père. C'était un geste si simple. Mais pour Nathan, il était plus précieux que tous les contrats de plusieurs millions de dollars qu'il avait signés, plus précieux que tout le pouvoir et l'argent qu'il avait accumulé au cours de sa vie. C'était la première fois en 4 ans que son fils choisissait de le toucher. Cette petite main était chaude et douce, tenant son doigt comme si elle cherchait la sécurité, comme si elle essayait de se connecter à un père que le garçon n'avait jamais vraiment connu. Nathan Blackwell, le parrain de la mafia qui faisait trembler toute la ville de Chicago. L'homme qui avait affronté la mort sans ciller se tenait là, les yeux rougis et la gorge serrée. Il ne pouvait ni parler, ni bouger, il ne pouvait que rester debout et sentir la chaleur de la main de son fils. Puis Ethan prit la parole, d'une voix faible et lente. Chaque mot était prononcé avec soin, comme s'il essayait de toutes ses forces de trouver les bons mots. Papa ne licencie pas Vivien. 5 mots, seulement 5 mots simples,
mais ils exprimaient toute la peur et le désir d'un enfant de 6 ans qui avait été piégé dans l'obscurité pendant 4 ans. Nathan tomba à genoux sur le sol, ne se souciant plus de son costume coûteux ni de l'image d'un patron puissant. Il prit son fils dans ses bras et le serra si fort qu'on aurait dit que le garçon risquait de disparaître s'il le lâchait. Sa voix tremblait lorsqu'il murmura à l'oreille d'Ethan. « Je ne vais licencier personne. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Je suis désolé. » Vivien se tenait d'à côté d'eux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle regardait le père et le fils se retrouver après 4 ans de séparation. Elle recula, voulant leur laisser un peu d'intimité, mais Ethan ne la laissa pas faire. Il tendit la main, attrapa celle de Vivien et la tira vers lui. Dans les bras de Nathan, le garçon s'accrochait à eux deux, comme si c'était la famille dont il avait toujours rêvé. Personne dans cette pièce ne savait que juste derrière la porte entr'ouverte, Serena se tenait dans l'ombre du couloir. Elle s'était réveillée en ne trouvant pas Nathan à ses côtés et était partie à sa recherche. Mais au lieu d'entrer, elle s'était arrêtée en entendant des voix. Elle était restée là, écoutant chaque mot, observant chaque mouvement à travers l'étroite fente de la porte. Ses yeux s'étaient lentement transformés en glace. Ses lèvres s'étaient pincées en une ligne dure. Nathan savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Cette maudite petite femme de chambre lui avait tout raconté. Serena recula en silence, ses pas ne faisant aucun bruit sur la moquette. Elle se retourna et retourna dans sa chambre, l'esprit en ébullition. Elle devait agir. Elle devait agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. 4 années d'un plan parfait ne pouvaient être détruites par une femme de chambre anonyme et un parrain de la mafia qui voulait soudainement être un bon père. Serena n'allait pas laisser cela arriver, quoi qu'il lui en coûte. 2 jours passèrent après cette nuit-là. 2 jours pendant lesquels Serena vécut dans l'angoisse et une colère lente et brûlante. Elle savait que Nathan avait changé. Elle savait qu'il lui cachait quelque chose. Elle savait que cette petite femme de chambre avait dit des choses qu'elle n'avait pas le droit de dire. Elle ne pouvait pas laisser les choses continuer ainsi. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder 4 années d'un plan parfait s'effondrer à cause d'une fille anonyme portant des gants en caoutchouc jaune vif. Serena devait agir, et elle devait agir maintenant. La nuit dernière, alors que toute la maison était plongée dans le sommeil, Serena s'était glissée dans la chambre de Vivian. Elle s'était déplacée comme un fantôme, avait ouvert le tiroir de l'armoire de la femme de chambre et y avait placé un collier en diamant étincelant, le bijou le plus cher qu'elle possédait, l'héritage que sa mère lui avait laissé avant de mourir. Serena n'avait pas hésité. Elle était prête à tout sacrifier pour chasser Vivian de cette maison. L'après-midi suivant, le spectacle avait commencé. Serena a convoqué tous les employés du manoir dans le grand hall d'entrée. Du jardinier au chef cuisinier, du chauffeur aux femmes de ménage, ils se tenaient en rang, l'air inquiet, ne comprenant pas ce qui se passait. Puis Serena est apparue en haut des escaliers et a commencé à descendre, une marche à la fois, lentement et théâtralement. Elle tenait dans sa main le collier de diamants, et son visage affichait une expression de chagrin parfaitement jouée, les larmes brillant dans ses yeux. Elle s'arrêta au milieu du hall et sa voix tremblante résonna dans le silence. Ce collier est le seul souvenir que ma mère m'a laissé avant de mourir. Il signifie plus pour moi que ma propre vie. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé dans la chambre de l'un d'entre vous. Serena leva la main, son index pointant droit vers Vivian, qui se tenait dans le coin du hall, dans la chambre de cette fille. Tous les regards se tournèrent vers Vivian, froids et accusateurs. 2 gardes de sécurité s'avancèrent, chacun lui saisissant un bras et la traînant au centre du hall. Viv n'eut même pas le temps de réagir. Elle fut poussée sur le sol en marbre glacé, ses genoux heurtant la pierre dure et la faisant hurler de douleur. Elle leva les yeux écarquillés d'horreur, la voix brisée par le désespoir. « Je ne l'ai pas pris. Je jure que je ne suis jamais entré dans la chambre de Serena. Je ne sais même pas à quoi ressemble ce collier. » Serena s'approcha, se tenant au-dessus de Vivian, la regardant avec une expression à la fois blessée et furieuse. Une performance digne d'un Oscar. « Je te faisais confiance, Vivien. Je t'ai donné un travail alors que tu n'avais rien. Je t'ai donné un toit alors que tu errais dans les rues. Je t'ai traité comme un membre de ma famille. Et voilà comment tu me remercies. Tu as volé le souvenir de ma mère. »
Les larmes de Serena coulaient sur ses joues, des larmes de crocodile parfaites, méticuleuses. Elle se tourna vers le personnel, rassemblé autour d'eux, la voix pleine d'indignation. « Appelez la police! Jetez cette fille dehors immédiatement! Je ne veux plus voir son visage une seule seconde de plus. » Les employés se mirent à chuchoter. Des regards de dégoût et de mépris se posèrent sur Vivienne. La chef secoua la tête, déçue. Le jardinier croisa les bras et la regarda comme si elle était une criminelle, tout comme Madame Webb. La gouvernante âgée, qui travaillait dans ce manoir depuis 20 ans, baissa simplement la tête, n'osant ni regarder ni parler. Personne ne défendit Vivienne. Personne ne la crut. Elle était seule au milieu d'un cercle hostile, les genoux sur le marbre froid, les joues baignées de larmes, incapable de trouver les mots. Elle voulait crier qu'elle était innocente. Elle voulait expliquer qu'on lui avait tendu un piège. Mais elle savait que personne ne l'écouterait. Elle n'était qu'une pauvre servante sans famille, sans proches, sans personne pour la défendre. Serena, quant à elle, était la fiancée du parrain de la mafia. Une femme belle et puissante, que tout le monde craignait et respectait. Qui croirait une fille comme Vivienne plutôt qu'une personne comme Serena? Mais ce qui blessait le plus Vivienne, ce n'était pas d'être victime d'un coup monté. Ce n'était pas la perspective d'être renvoyée et envoyée en prison pour vol. Ce qui la blessait le plus, c'était de penser à Ethan. Si elle était renvoyée, qui le protégerait? Qui se glisserait dans sa chambre tard le soir pour lui tenir la main et lui murmurer des contes de fées? Qui lui rappellerait qu'il n'était pas seul, que quelqu'un l'aimait? Serena continuerait à l'empoisonner, le transformant à nouveau en un corps sans vie dans un fauteuil roulant. Et cette fois, il n'y aurait plus personne pour le sauver. Vivienne leva la tête et regarda Serena, les yeux rougis par les larmes, mais toujours brillants de colère. « Tu sais que je ne l'ai pas pris. Tu le sais mieux que quiconque. » Serena esquissa un sourire, inclinant la tête tandis qu'elle regardait Vivienne comme on regarde un insecte pathétique. « Je ne sais pas de quoi tu parles. La seule chose que je sais, c'est que le collier de ma mère était dans ton tiroir. Maintenant, tu peux expliquer ça à la police. » Serena se tourna vers l'un des gardes pour lui ordonner de passer l'appel lorsqu'une voix grave et froide retentit depuis l'escalier. Assez. Tout le monde dans le hall se tourna vers l'escalier où se tenait Nathan Blackwell, le visage froid comme la glace. Il descendit les marches une à une, lentement et délibérément, sans quitter Serena de son regard perçant. Serena laissa éclore un sourire triomphant. Certain que Nathan était venu la soutenir pour punir la voleuse méprisable à ses pieds, elle s'avança vers lui. Sa voix était mielleuse et parfaitement blessée. « Chérie, tu vois, cette fille a volé le collier de ma mère, le seul souvenir qui me reste. » Mais Nathan ne s'arrêta pas à côté de Serena. Il passa devant elle comme si elle n'existait pas et se dirigea vers Vivienne, toujours agenouillée sur le marbre froid. Il se pencha, lui tendit la main et l'aida doucement à se relever, avec précaution et tendresse, comme si elle était quelque chose de précieux qui pouvait se briser à tout moment. Serena se figea, le sourire effacé de son visage, remplacé par une confusion stupéfaite. « Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu aides une voleuse à se relever. » Nathan se tourna vers elle, la voix froide et tranchante comme une lame. Elle n'a rien volé. Serena eut un rire forcé, essayant de se ressaisir. « Tu crois cette vagabonde plus que tu ne me crois moi. Je suis ta fiancée. Je suis celle qui est à tes côtés et qui s'occupe d'Ethan depuis 4 ans. Et cette fille n'est qu'une inconnue. » Nathan regarda Serena droit dans les yeux. Son regard était si froid qu'elle en frissonna. « Je ne crois pas une vagabonde. Je crois les caméras de sécurité. » Serena eut l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Nathan fit signe à Marcus, qui se tenait dans un coin du hall, et immédiatement, le grand écran mural s'alluma. Les images étaient nettes jusque dans les moindres détails. Un enregistrement provenant d'une caméra de sécurité cachée dans le couloir. Sur l'écran, Serena apparut à 2 heures du matin la nuit dernière, glissant dans le couloir avec les pas légers et silencieux d'une voleuse. Elle s'arrêta devant la porte de Vivienne, jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis l'ouvrit et entra. La caméra dans la chambre la filma en train d'ouvrir le tiroir de l'armoire et d'y placer le collier de diamants avant de ressortir avec un sourire satisfait sur les lèvres. Le hall d'entrée fut plongé dans un silence de mort.
Les employés qui venaient de regarder Vivian avec mépris se tenaient maintenant bouche bée, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Madame Webb leva la main pour se couvrir la bouche, ses vieux yeux écarquillés d'horreur. Serena se tenait là, le visage pâle comme du papier, le corps tremblant de manière incontrôlable. « Vous m'espionniez. » Sa voix résonna, prise entre la panique et la fureur. « Vous avez installé des caméras sur moi dans notre propre maison. » Nathan s'approcha, chaque pas résonnant comme un marteau enfonçant des clous dans le cercueil de Serena. « Je ne me contentais pas de te surveiller. Je sais aussi que tu versais chaque mois 10 000 $ en espèces au Dr. Howard Preston. » Serena recula d'un pas, les jambes menaçant de se dérober sous elle. Nathan poursuivit, d'une voix froide et impitoyable. « Je sais que la vitamine que tu donnes à mon fils chaque matin est en fait un mélange d'allopéridol et de benzodiazépine, des sédatifs extrêmement puissants, utilisés uniquement pour les patients psychiatriques graves. Je sais que la dose que tu donnes à Ethan est suffisante pour transformer un adulte en bonne santé en légumes, sans parler d'un enfant de 6 ans, et je sais que tu empoisonnes mon fils depuis 4 ans. » Serena recula à nouveau jusqu'à ce que son dos touche le mur. Le masque impeccable qu'elle avait porté pendant 4 ans commença à se fissurer, puis à se désagréger morceau par morceau. Elle regarda autour d'elle comme un animal acculé, cherchant une issue, mais il n'y en avait pas. Tous les regards dans le hall étaient désormais braqués sur elle, plus respectueux, plus effrayés, seulement dégoûtés et furieux. Nathan s'approcha jusqu'à se tenir directement devant elle. Ses yeux deux puits noirs sans fond, sans la moindre trace d'émotion. « 4 ans, Serena. 4 ans pendant lesquels tu as transformé mon fils en cadavre vivant. 4 ans pendant lesquels tu m'as fait croire que ses lésions cérébrales étaient permanentes. 4 ans pendant lesquels tu as volé l'enfance d'Ethan et ma tranquillité. As-tu la moindre idée à quel point cela m'a brisé? Chaque fois que je voyais mon fils dans ce fauteuil roulant, le regard vide, Serena serrait les lèvres et quelque chose de dangereux brillait dans ses yeux. Elle savait qu'elle était démasquée. Elle savait qu'aucun mensonge ne pourrait plus la sauver. Mais Serena Cross n'était pas le genre de femme à abandonner facilement. Elle avait passé 4 ans à élaborer ce plan. Elle avait trop sacrifié pour en arriver là. Elle n'allait pas tout laisser s'effondrer à cause d'une femme de ménage et de quelques vidéos. Si elle devait sombrer, elle entraînerait tout le monde avec elle. Serena leva le menton, regarda Nathan droit dans les yeux, et un sourire étrange se dessina sur ses lèvres, le sourire de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Serena se tenait dos au mur, ce sourire étrange toujours sur les lèvres. Elle ne nia pas. Elle ne pleura pas et ne supplia pas comme tout le monde s'y attendait. Au lieu de cela, elle leva le menton, les yeux froids comme la glace, fixés sur Nathan, et joua sa dernière carte. Sa voix résonna dans le hall, aiguë et pleine de venin. « Tu veux savoir pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que Catherine le méritait. » Nathan se raidit, le nom de sa défunte épouse le frappant comme une lame enfoncée directement dans sa poitrine. Serena continua, la bouche courbée en un sourire amer. « Ma sœur parfaite, la femme que tu aimais de tout ton cœur, celle que tu croyais être une sainte. Elle t'a trahi, Nathan. Elle avait un autre homme. Et Ethan, l'enfant que tu pleures depuis 4 ans. Il n'est peut-être même pas de toi. » Le grand hall devint silencieux comme du papier. Tout le monde retint son souffle, attendant la réaction de Nathan. Il resta là, le visage décoloré pendant un instant. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Serena fit un pas en avant, la peur de tout à l'heure semblant disparaître, remplacée par quelque chose de dangereusement dérangé. « Tu penses que tu connaissais Catherine. Tu ne savais rien d'elle. Tu étais occupé avec ton empire souterrain, occupé avec tes guerres de pouvoir, pendant qu'elle était seule à la maison avec d'autres hommes. Je savais tout. J'ai des preuves. Et je t'ai protégé de cette vérité humiliante pendant 4 ans. J'avais peur qu'Ethan ne soit pas de ton sang, mais qu'il hérite de tout. J'ai fait tout cela pour toi. » Nathan regarda Serena, ses yeux retrouvant lentement leur calme. Il connaissait Catherine. Il aimait Catherine plus que quiconque au monde. Il savait qu'elle n'était pas ce genre de femme. C'était une guerre psychologique. La dernière tentative de Serena pour le déstabiliser, le troubler, lui faire perdre sa concentration. Il répondit froidement. « Même si c'était vrai, tu n'avais toujours pas le droit d'empoisonner un enfant de 2 ans pendant 4 ans. Quel que soit le père d'Ethan, il reste un enfant innocent. Tu lui as volé 4 années de son enfance, tu l'as transformé en légume, tu l'as piégé dans un enfer sous le toit de son propre père.
Aucune raison ne peut justifier cela. C'est alors que Serena perdit complètement le contrôle. Le masque doux et raffiné qu'elle avait porté pendant 4 ans se brisa, révélant le vrai visage qui se cachait derrière, sauvage et plein de haine. Elle hurla d'une voix aiguë et bestiale. Oui, je l'ai empoisonné. Je lui en ai fait boire tous les jours pour qu'il devienne un morceau de chair inutile. Tu veux savoir pourquoi? Parce que s'il était en bonne santé, il hériterait de tout. Tout ton empire, tout ton argent, ton pouvoir, tout lui appartiendrait, à lui et à moi. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Je me suis occupé de lui pendant 4 ans. J'ai joué le rôle de la bonne tante, de la fiancée parfaite pendant 4 ans. Je mérite d'être récompensé. Serena hurla, des larmes commençant à couler sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de folie et de rage. Catherine a toujours tout eu. Père l'aimait, notre belle-mère la gâtait. Tu l'aimais. Et moi, je n'étais que la demi-sœur que personne ne prenait la peine de regarder. J'ai vécu dans son ombre toute ma vie. Et quand elle est morte, j'ai pensé que j'avais enfin une chance. Enfin, je pouvais prendre ce qui aurait dû être à moi. Nathan se tenait là, froid comme une statue de glace. Pas la moindre émotion sur son visage. Quand Serena s'est arrêtée pour respirer, il a parlé, d'une voix si calme qu'elle en était effrayante. Tu seras récompensé. En prison, Serena a ri comme une folle. Tu ne peux rien me faire. J'ai la preuve que Catherine a triché. J'ai des photos, des messages, tout. Si vous m'envoyez en prison, je divulguerai tout. Un scandale éclatera. Toute la ville saura qui était vraiment votre femme. C'est ce que vous voulez? Nathan s'approcha, chaque pas lourd de menace. Il s'arrêta juste devant Serena, la dépassant d'une tête, son ombre l'engloutissant comme les ténèbres de la mort, sa voix basse et dangereuse. Tu crois que j'ai peur d'un scandale? Tu crois que je me soucie de ce que les gens disent? As-tu oublié qui je suis? Serena fixa Nathan dans les yeux et, pour la première fois, elle ressentit véritablement de la peur. Elle avait oublié. Elle était tellement absorbée par son plan qu'elle avait oublié que l'homme devant elle n'était pas un homme d'affaires ordinaire. C'était Nathan Blackwell, le parrain de la mafia qui faisait trembler tout Chicago. Un homme qui avait fait disparaître sans laisser de traces ceux qui avaient osé le trahir. Elle n'avait pas affaire à un mari trahi. Elle avait affaire à un monstre, et elle venait de le mettre en colère. Serena comprit qu'elle était dans une impasse. Aucun mensonge ne pouvait plus la sauver. Aucune ruse ne pouvait plus la sortir de là. Son regard balaya le hall d'entrée, à la recherche d'une issue, d'une ouverture, de quoi que ce soit qui puisse renverser la situation en sa faveur. Et puis elle le vit. Sur l'escalier, une petite silhouette se tenait debout, tremblante, les yeux bruns écarquillés de terreur, regardant le chaos en contrebas. Ethan s'était échappé de sa chambre lorsqu'il avait entendu le bruit, et maintenant il se tenait là, ne comprenant pas ce qui se passait, sachant seulement que tout le monde criait après tante Serena. En un battement de cœur, une pensée imprudente traversa l'esprit de Serena. Elle n'avait pas à s'enfuir seule. Elle avait un otage parfait juste devant elle. Avant que quiconque n'ait le temps de réagir, Serena se précipita vers l'escalier à la vitesse de l'éclair. Elle attrapa Ethan, serrant le petit corps du garçon contre sa poitrine, puis recula vers la porte arrière. Sa voix résonna, folle et sauvage. « Si je n'obtiens rien, personne n'aura rien. Personne. » Nathan se précipita vers elle, le visage déformé par la rage et la peur. « Lâche-le, Serena. C'est entre toi et moi. Le garçon n'a rien à voir avec ça. » Serena resserra son étreinte, son bras glissant autour du cou d'Ethan comme un serpent. Un pas de plus et je l'étrangle. Tu sais que je ne plaisante pas. Je n'ai plus rien à perdre, Nathan. Tu veux que je le fasse? Ethan sanglotait, son petit corps se débattant dans l'étreinte de Serena. Sa voix se brisa sous l'effet d'une terreur brute. « Papa, Vivienne, aidez-moi. » Vivienne sortit du coin de la pièce, la voix tremblante mais s'efforçant de rester calme. « Serena, ne fais pas ça. Je t'en prie. Ce n'est qu'un enfant. Il est innocent. Il n'a rien fait de mal. » Serena tourna brusquement la tête vers Vivienne, les yeux injectés de sang et brûlants de haine. « Tais-toi. C'est toi qui as tout gâché. Sans toi, personne n'aurait rien su. Sans toi, j'aurais réussi. Tu m'as tout volé. Tout ce que j'ai construit pendant 4 ans. » Pendant que Serena était distraite, criant après Vivienne, Nathan fit signe à Marcus d'avancer par le côté. Mais Serena n'était pas stupide.
Elle s'en rendit compte immédiatement et recula rapidement vers la porte arrière, entraînant Ethan avec elle. « Ne fais rien de stupide, cria-t-elle. Si quelqu'un ose nous suivre, je le tuerai. » Puis, avant que quiconque puisse l'arrêter, Serena ouvrit la porte arrière en grand et traîna Ethan dehors. Dans l'obscurité, des pas précipités martelèrent le chemin de gravier, suivis du claquement d'une portière de voiture et du rugissement d'un moteur. La voiture de Serena jaillit de l'allée, les pneus crissant sur le gravier, laissant un nuage de poussière avant de disparaître dans la nuit. Nathan courut vers la porte, les yeux rivés sur les feux arrière qui disparaissaient avec une fureur désespérée. Il se tourna vers Marcus, la voix rugissante. « Où est-ce la voiture de repérage? Où va-t-elle? » Marcus était déjà en train de sortir son téléphone pour vérifier rapidement. « Monsieur, j'ai installé un traceur GPS dans sa voiture tout à l'heure, comme vous me l'avez demandé. Elle se dirige vers le nord de la ville. » Nathan ne perdit pas une seconde. Il sprinta vers le SUV noir garé devant la maison. « Suis-la immédiatement. Chaque seconde qui passe met mon fils en danger. » Vivienne courut après lui, la voix pressante. « Je viens aussi. Je sais où elle pourrait aller. » Nathan s'arrêta un instant, la regardant avec suspicion. Vivienne parla rapidement. « J'ai entendu Mme Webb mentionner une vieille maison au nord, la maison de Catherine, avant qu'elle ne se marie. Serena en a parlé quand elle avait bu. Elle est obsédée par cet endroit. » Nathan acquiesça brièvement. « Montez. » Marcus sauta sur le siège conducteur. Nathan et Vivienne montèrent à l'arrière. Le SUV fonça dans la nuit, poursuivant la voiture, transportant le fils unique du parrain de la mafia à la poursuite d'une femme dérangée qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. La course-poursuite entre la vie et la mort avait commencé, et Nathan savait qu'il devait trouver Ethan avant qu'il ne soit trop tard. Le SUV noir fonçait sur l'autoroute, déchirant la nuit noire avec ses phares aveuglants. Nathan était assis à l'arrière, les yeux rivés sur l'écran du GPS, où un petit point rouge continuait à se déplacer vers le nord sans s'arrêter. Vivienne était assise à côté de lui, le visage pâle comme du papier, la main agrippée à la poignée de la porte si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Marcus était au volant, le pied enfoncé à fond, le moteur rugissant comme un prédateur à la poursuite de sa proie. « Elle se dirige vers le nord », a signalé Marcus. « Elle ne quitte pas des yeux la route qui mène vers la banlieue. Sa vitesse suggère qu'elle roule très vite, probablement à plus de 160 km/h. » Vivienne a fixé l'écran, les sourcils froncés, tandis qu'une idée lui venait à l'esprit. « Attends, cette direction? N'est-ce pas l'ancien quartier? » Nathan s'est tourné vers elle. « Quel ancien quartier? » Vivienne a rapidement expliqué. « J'ai entendu Mme Webb en parler lorsqu'elle discutait avec les autres femmes de ménage. L'ancienne maison de Catherine dans la banlieue, où elle vivait avant de vous épouser. Serena en parle lorsqu'elle boit seule dans sa chambre. Mme Webb a dit « Serena est obsédée par cet endroit. Elle marmonne toujours toute seule à propos de cette maison, comme si c'était quelque chose de terriblement important. » Nathan comprit soudain, et cela lui transperça la poitrine comme un couteau. L'ancienne maison de Catherine, l'endroit où elle vivait avant qu'il ne vienne la sortir de sa vie ordinaire pour l'entraîner dans son dangereux monde souterrain. Et plus encore, c'était l'itinéraire que Catherine avait emprunté ce jour fatidique, il y a 4 ans. La route où elle avait eu l'accident et était morte. « Marcus, va là-bas », ordonna Nathan, la voix tendue par la tension. « Je sais où elle va. Dans la voiture qui filait à toute allure. » Serena était au volant, les yeux exorbités et les mains tremblantes. Elle conduisait comme une folle, brûlant les feux rouges, zigzagant entre les voies, sans se soucier le moins du monde du code de la route. À côté d'elle, Ethan était recroquevillé sur le siège passager, le visage baigné de larmes, son corps se débattant contre la ceinture de sécurité qui le maintenait cloué sur place. « Tais-toi » cria Serena, le regard passant frénétiquement de la route à l'enfant en pleurs. « Tais-toi! Tais-toi! Tais-toi » Mais Ethan ne s'arrêta pas. Pour la première fois en 4 ans, prisonnier de l'obscurité des sédatifs, le garçon retrouva sa voix. Et il l'utilisa pour appeler la personne en qui il avait le plus confiance, celle qui l'avait sorti de l'enfer, celle qui lui avait montré ce qu'était l'amour. « Vive » cria Ethan, la voix brisée par la peur et le désespoir. « Vivienne, Vivienne, Vivienne » Dans le SUV qui les poursuivait, Nathan entendit soudain ce cri sortir du petit haut-parleur du tableau de bord.
Marcus avait placé un dispositif d'écoute dans la voiture de Serena quelques jours auparavant, sur ordre de Nathan. Et maintenant, les cris désespérés d'Ethan leur parvenaient directement aux oreilles. Vive, 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 Nathan se raidit, le cœur serré comme si un poing s'était refermé dessus. Son fils appelait un nom. Pour la première fois en 4 ans, le garçon appelait clairement quelqu'un par son nom. Mais ce nom n'était pas papa. Ce n'était pas Nathan. C'était Vivian, la femme de ménage aux gants en caoutchouc jaune, la femme que Nathan n'avait jamais pris la peine de vraiment voir, celle qui se glissait dans la chambre de son fils la nuit pour lui tenir la main et lui murmurer des contes de fées. C'était elle qu'Ethan avait appelée dans son moment le plus désespéré. C'était elle que son fils aimait et en qui il avait confiance. Une douleur déchira la poitrine de Nathan, non pas de la jalousie, mais de la culpabilité. Où était-il pendant ces 4 années où son fils avait besoin de quelqu'un en qui avoir confiance? Qu'avait-il fait pendant qu'Ethan était prisonnier de l'obscurité et que personne n'entendait ses cris? Il avait laissé une étrangère faire ce qu'il aurait dû faire en tant que père. Viviane était assise à côté de lui, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle écoutait Ethan l'appeler. Elle leva une main pour couvrir sa bouche, luttant pour retenir un sanglot. « Ethan », murmura-t-elle d'une voix rauque, « tiens bon encore un peu, j'arrive. » Nathan serra les dents et se tourna vers Marcus, les yeux injectés de sang. « Plus vite, mon fils a besoin de moi. » La voiture de Serena s'arrêta devant une maison abandonnée, cachée derrière des rangées d'arbres imposants. La faible lumière de la lune se déversait, recouvrant la vieille bâtisse d'une brume argentée fantomatique. C'était la maison de Catherine avant qu'elle n'épouse Nathan, l'endroit où elle avait vécu les années les plus paisibles de sa vie, mais aussi l'endroit le plus proche de la route fatidique où elle avait eu un accident et était morte 4 ans plus tôt. Serena tira Ethan hors de la voiture, le traîna dans la maison déserte, gravit l'escalier en bois pourri et sortit sur le balcon du 2e étage. De là, elle pouvait voir l'autoroute serpenter au loin, la route que sa sœur avait empruntée pour la dernière fois, la route que Serena avait transformée de ses propres mains en lieu de repos pour Catherine. Quelques minutes plus tard, le SUV noir de Nathan arriva en trombe, freinant dans un crissement de pneus devant la maison. Nathan bondit hors du véhicule, courut vers le bâtiment, puis se figea en levant les yeux vers le balcon du 2e étage. Serena se tenait là, le dos appuyé contre la balustrade pourrie, les 2 bras fermement enroulés autour du corps d'Ethan. Elle était si près du bord qu'une petite poussée suffirait à les faire tous deux s'écraser sur le sol dur en contrebas. Un poste de plus et je lâche prise. Serena hurla, sa voix aiguë résonnant dans la nuit calme. « Tu veux voir si je vais le faire? » Nathan leva les 2 mains, s'efforçant de garder une voix calme, même si son cœur battait à tout rompre. « Serena, calme-toi. Que veux-tu? De l'argent. Je te donnerai tout ce que tu veux. La liberté. Je te laisserai quitter le pays et personne ne te poursuivra. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Laisse juste Ethan partir. » Serena rit comme une folle. Son rire résonnait dans la nuit comme le cri d'un corbeau. « Trop tard. Trop tard. Tout est trop tard. Tu penses que l'argent peut tout régler. Tu te prends pour quelqu'un, le grand parrain de la mafia. Tu as tout l'argent et tout le pouvoir du monde. Mais tu ne peux pas acheter ce que je veux. » Nathan essaya de s'approcher prudemment. Sa voix était plus douce. « Tu ne veux pas faire ça. C'est Ethan. C'est son neveu. Il est le sang de Catherine ici. Le sang de ta sœur, Catherine. » Ce nom frappa Serena comme un détonateur. Elle hurla, la voix aiguë et pleine de haine. « Catherine. Toujours Catherine. Toute ma vie, j'ai entendu ce nom. La belle Catherine honnête. La parfaite Catherine, Catherine aimée de tous. Je déteste ce nom. Je la déteste. Je déteste tout ce qu'elle représentait. » Pendant que Nathan essayait de gagner du temps et de retenir l'attention de Serena, Viviane sortit tranquillement du SUV. Elle se dirigea vers la maison à pas lents et non menaçants, comme si elle se promenait simplement dans un parc un après-midi ordinaire. Nathan la vit et cria « Viviane, arrête! Ne t'approche pas! » Mais Viviane ne s'arrêta pas. Elle continua à marcher, les yeux bruns levés vers le balcon, croisant le regard fou de Serena. Puis elle parla, d'une voix étrangement calme dans cette tension suffocante. « Serena, je sais que tu souffres. » Serena baissa les yeux, les plissant avec mépris. « Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une servante,
une petite domestique bon marché. Que sais-tu de ma douleur? Vivienne ne broncha pas. Elle continua à marcher et à parler. Je sais ce que c'est que d'être abandonné. Je sais ce que c'est que de ne pas être aimé. Je sais ce que c'est que de rester dans l'ombre et de regarder les autres avoir tout ce que tu as toujours voulu. Je sais ce que c'est que d'être invisible, comme si on n'existait pas, comme si on n'était que l'ombre de quelqu'un d'autre. Serena vacilla. Les mots de Vivienne la transperçaient comme des aiguilles enfoncées directement dans son cœur. Elle fixa la servante qui se tenait dans la cour. Et pour la première fois, elle vit quelque chose dans les yeux de Vivienne. Pas de la peur, pas du mépris, mais de la compréhension. La compréhension de quelqu'un qui avait vécu dans l'obscurité, qui avait connu la solitude et l'abandon. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Serena. Les premières vraies larmes qu'elle versait après avoir porté un masque pendant des années. Elle regarda Vivienne, la voix tremblante. « Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. » Vivienne leva le menton, la voix toujours calme mais empreinte d'une profonde sincérité. « Alors aidez-moi à comprendre. Dites-moi, vous souffrez depuis trop longtemps, tu es seul depuis trop longtemps, laisse-moi t'écouter. » Vivienne continua à parler, d'une voix douce, mais avec une force indéniable. « Catherine n'est plus là. Serena, elle est morte depuis 4 ans. Tu ne peux pas gagner contre quelqu'un qui est déjà mort. Quoi que tu fasses, Catherine restera toujours celle que tout le monde aimait. Elle restera toujours parfaite dans la mémoire des gens. Et toi, tu es en train de te transformer en monstre. Faire du mal à Ethan ne soulagera pas ta douleur. Cela ne fera que te transformer en ce que tu détestes le plus. » Serena tremblait. Les paroles de Vivienne frappaient le mur que Serena avait construit au fil des années comme des coups de marteau. Sa voix se brisa, faible et désespérée. « Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Personne ne me comprend. » Puis, comme un barrage qui cède, tout ce que Serena avait gardé en elle toute sa vie commença à jaillir. Elle hurla, les larmes coulant sur son visage. « Catherine m'a tout volé. Depuis notre enfance, depuis le moment où j'ai été assez grande pour comprendre le monde qui m'entourait, mon père l'aimait, la gâtait, lui donnait tout. Ma belle-mère aussi. Elle n'avait Dieu que pour Catherine. Elle me traitait comme si je n'existais pas. Puis Nathan est arrivé. Et bien sûr, il aimait Catherine, il a épousé Catherine. Il lui a offert une vie de rêve. Et moi, qu'étais-je? Je n'étais qu'une ombre. L'enfant bâtard. Personne ne voulait me regarder, personne ne me reconnaissait, personne ne m'aimait. Nathan se tenait dans la cour écoutant chaque mot. Son corps était tendu comme un ressort. Il voulait crier, il voulait se précipiter là-haut et arracher Ethan des bras de Serena. Mais il savait que le moindre mouvement brusque pourrait mettre son fils en danger. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester là, les poings serrés, et écouter. Serena continuait de crier, la voix folle et pleine de haine. L'accident. Tout le monde pense que c'était un accident. Tout le monde pense que Catherine a eu de la malchance. Tout le monde a pleuré pour elle, mais personne ne connaît la vérité. Nathan rugit d'en bas, sa voix tonnant dans la nuit. « Qu'as-tu fait à la voiture de Catherine? » Serena le regarda, les yeux hagards et dérangés. Puis elle hurla la vérité qu'elle avait enfouie pendant 4 ans. « J'ai saboté les freins. Je l'ai tuée. J'ai tué ma sœur parfaite. » Un silence de mort envahit la maison abandonnée. Nathan resta debout, comme frappé par la foudre, tout son corps tremblant de la fureur qui bouillonnait dans ses veines. Catherine n'était pas morte dans un accident. Sa femme avait été assassinée. Assassinée par sa propre sœur, continua Serena, la voix étranglée par les sanglots. Je voulais seulement sa mort. Je ne savais pas qu'Ethan était dans la voiture ce jour-là. Quand il a survécu, j'ai pensé que c'était une opportunité. S'il devenait un légume, Nathan l'oublierait, me le confierait pour que je m'occupe de lui, se tournerait lentement vers moi. J'aurais tout ce que Catherine avait. Enfin, je serais aimé. Pendant que Serena pleurait et perdait sa concentration, Ethan vit sa chance. Il n'était plus l'enfant impuissant, engourdi par les sédatifs. Il ouvrit la bouche et mordit violemment le bras qui le tenait. Serena hurla de douleur. Un instinct la fit relâcher son étreinte pendant 1 seconde, et cette seconde fut tout ce dont Ethan avait besoin. Il se libéra d'un coup sec et se précipita vers les escaliers sur ses petites jambes rapides et sûres. Nathan gravit les marches comme une flèche, prenant 2 ou 3 marches à la fois, et rattrapa son fils dans ses bras à mi-chemin.
Il serra Ethan contre lui, pressant le petit corps du garçon contre sa poitrine, comme s'il craignait que quelqu'un ne le lui arrache à nouveau. Marcus se précipita sur le balcon juste après, plaqua Serena au sol et lui passa les menottes avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Serena gisait sur les planches de bois pourries, hurlant et sanglotant comme une folle. « Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi? » Vivian monta les escaliers en courant, se précipita vers Nathan et Ethan et les enlaça tous les deux, les joues baignées de larmes. Tous trois restèrent là enlacés dans la maison abandonnée, sous la faible lumière de la lune, devant les cris sauvages de la femme qui avait causé toute cette tragédie. Ethan sanglotait dans les bras de son père et de Vivian, mais ce n'étaient plus des pleurs de peur. C'étaient des pleurs d'un enfant enfin libéré, enfin en sécurité dans les bras des personnes qui l'aimaient. Et Nathan, le chef de la mafia froid et impitoyable, pour la première fois en 4 ans, laissa les larmes couler sur ses joues sans essayer de les cacher. La justice fut rapidement rendue dans les semaines qui suivirent cette horrible nuit. 6 mois plus tard, la vérité avait été entièrement établie et les blessures commençaient à cicatriser. Nathan était assis dans son bureau, devant une épaisse pile de documents contenant les résultats de l'enquête approfondie qu'il avait ordonnée. Il y avait d'abord les résultats des tests ADN. Ethan était à 100% le fils biologique de Nathan Blackwell. Pas le moindre doute, pas le moindre pourcentage d'erreur. Serena avait menti au sujet de la liaison de Catherine. Elle avait inventé l'histoire d'un autre homme pour ébranler Nathan, pour le pousser à interroger sa femme, pour justifier le crime qu'elle avait commis. Catherine n'avait jamais trahi son mari. Elle avait aimé Nathan de tout son cœur jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Nathan ferma les yeux, sentant comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Au moins, la mémoire de Catherine restait intacte et pure. Vint ensuite la découverte des résultats de l'accident de voiture survenu 4 ans plus tôt. La police avait rouvert le dossier grâce aux nouvelles preuves recueillies par Marcus. Le mécanicien qui avait réparé la voiture de Catherine fut retrouvé et interrogé. Il admit qu'après avoir terminé le travail, une femme était venue au garage et avait demandé à vérifier la voiture seule. Cette femme était Serena Cross. Les experts légistes réexaminèrent ce qui restait du véhicule et confirmèrent que le système de freinage avait été délibérément saboté. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Serena Cross fut accusée de meurtre au premier degré ainsi que d'une longue liste d'autres chefs d'accusation, notamment maltraitance d'enfants, empoisonnement, enlèvement et fausse accusation, avec des preuves irréfutables et ses propres aveux devant plusieurs témoins. La peine prévue était la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne reverrait jamais la lumière du soleil de la liberté. Le docteur Howard Preston n'a pas échappé non plus à la justice. Lors de son interrogatoire, il a tout avoué. Serena l'avait payé pour prescrire des sédatifs à Ethan, lui avait demandé de falsifier des dossiers médicaux et avait transformé un enfant en bonne santé en légumes pendant 4 ans. Il a été définitivement radié du tableau de l'Ordre des médecins et accusé de complicité de maltraitance d'enfants. Sa carrière et sa vie étaient bel et bien terminées. De retour au manoir, Nathan convoqua tout le personnel dans le grand hall d'entrée. Madame Webb, la vieille gouvernante qui travaillait ici depuis 20 ans, s'effondra à genoux au pied de Nathan, le visage ridé, baigné de larmes. Elle s'étrangla. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je voyais Serena donner des médicaments au garçon tous les matins. Je voyais le garçon changer après chaque dose. Mais j'avais peur. Je n'osais pas parler. Pardonnez-moi, je vous en prie. Nathan la regarda, les yeux froids comme la glace. Votre silence a fait endurer 4 années d'enfer à mon fils. Vous l'avez vu souffrir chaque jour et vous n'avez rien fait. Sortez de ma maison immédiatement. Madame Webb sanglotait tandis qu'on la conduisait hors du manoir. Et elle n'était pas la seule. Tous les employés qui savaient et avaient choisi de se taire, tous ceux qui avaient détourné le regard de la souffrance d'un enfant, furent renvoyés sans pitié. Nathan n'avait aucune patience pour la lâcheté. La seule lueur d'espoir dans toute cette obscurité était le rétablissement d'Ethan. Une fois les sédatifs arrêtés, le garçon se rétablit à une vitesse étonnante. Il commença à parler davantage, à marcher normalement. Il courait même dans le jardin, son rire joyeux résonnant dans tout le domaine. Le pédiatre engagé par Nathan l'examina et confirma qu'Ethan n'avait subi aucun dommage cérébral permanent. Le garçon se rétablissait de manière remarquable. Il avait besoin de temps pour guérir son corps et son esprit.
Chaque pas qu'il faisait sur la pelouse était une victoire de la science médicale, de la kinésithérapie et surtout de l'amour indéfectible de Nathan et Vivien. Un après-midi, Nathan appela Vivien dans son bureau. Elle entra avec un air inquiet, ne sachant pas ce que son employeur voulait lui dire. Nathan se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin où Ethan jouait, puis se tourna vers elle. Sa voix était basse et sincère. « Merci, Vivien. Vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez sauvé. » Vivien baissa la tête, les joues rougissantes. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Et maintenant que tout est terminé, je pense que je devrais partir. Mon travail ici est terminé. » Nathan s'approcha d'elle et s'arrêta devant elle, le regardant avec une sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez Sklinkom. « Restez, pas en tant que domestique. En tant que tutrice d'Ethan, il a besoin de vous. Il vous fait confiance plus qu'à n'importe qui d'autre au monde. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. « Et moi aussi. » Vivien releva la tête, croisa le regard de Nathan, et pour la première fois, elle ne vit pas un chef mafieux froid, mais un père qui essayait de réparer ce qui avait été brisé. Un homme en quête de rédemption. Elle acquiesça. « Je resterai. » Le manoir, qui était autrefois froid et lugubre comme une prison, avait complètement changé. Les lourds rideaux avaient été remplacés par des voilages légers qui laissaient la lumière du soleil inonder chaque recoin. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs. On entendait le bruit de petits pieds courant sur le parquet. Des voix joyeuses s'élevaient dans des éclats de rire. Ce n'était plus une maison plongée dans l'obscurité et les secrets. C'était un véritable foyer. Ethan allait à l'école comme tout le monde dans une école primaire près du domaine et s'était rapidement intégré à ses camarades de classe. Il n'était plus l'enfant recroquevillé dans son fauteuil roulant, le regard vide. C'était un enfant de 6 ans vif, espiègle et rapide, le plus rapide de sa classe. Son professeur ne cessait de louer son intelligence et sa rapidité d'apprentissage. Le médecin avait déclaré que 4 années d'empoisonnement au sédatif n'avaient laissé aucune séquelle physique permanente. Mais l'esprit d'Ethan aurait besoin de temps pour guérir. Heureusement, il avait Vivian à ses côtés. Vivian était officiellement devenue la tutrice d'Ethan. Elle n'était plus la femme de ménage aux gants en caoutchouc jaune qui récurait les sols. Elle l'aidait à faire ses devoirs tous les après-midi, lui lisait des contes de fées tous les soirs, et elle était la première personne qu'il cherchait quand des cauchemars le réveillaient dans le noir. Tout en s'occupant d'Ethan, Vivian retourna à l'université pour terminer le diplôme de psychologie qu'elle avait été contrainte d'abandonner des années auparavant. Nathan prenait en charge l'intégralité de ses frais de scolarité, mais Vivienne insistait pour rembourser chaque dollar après l'obtention de son diplôme, une fois qu'elle aurait un emploi stable. Elle ne voulait rien devoir à personne, même si cette personne était Nathan Blackwell. Nathan avait lui aussi changé. Le froid parrain de la mafia d'hier rentrait désormais plus tôt à la maison, passait plus de temps avec son fils et souriait davantage. Il dirigeait toujours son empire souterrain. Il était toujours l'homme puissant que tout Chicago traitait avec prudence. Mais dès qu'il franchissait les portes du manoir, il devenait un père ordinaire, un homme ordinaire qui réapprenait à aimer depuis le début. Ce qui s'était développé entre Nathan et Vivien n'était pas un coup de foudre. Cela ne s'était pas produit en un instant dramatique ou lors d'un baiser inattendu. Cela s'était construit lentement, jour après jour, passant du respect à la confiance, puis de la confiance à quelque chose de plus profond. Aucun d'eux n'avait osé le nommer. C'était le matin, quand ils prenaient tous les trois leur petit déjeuner, Ethan racontant le rêve qu'il avait fait la nuit précédente. Vivien riait et demandait plus de détails, et Nathan les regardait avec un sourire tranquille. C'était tard le soir, après qu'Ethan se soit endormi, quand Nathan et Vivien discutaient dans le salon de la vie, du passé, de l'avenir, de choses qu'ils n'avaient jamais partagées avec personne d'autre. C'était dans les regards furtifs qu'ils échangeaient quand ils pensaient que l'autre ne faisait pas attention. Les sourires partagés quand Ethan faisait quelque chose de ridicule, le frôlement accidentel de leurs mains qui les faisait sursauter tous les deux. Cet après-midi-là, Nathan rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Quand il entra dans le jardin, il vit Ethan faire la course avec quelques enfants du quartier sur la pelouse verte. Le garçon était loin devant, ses petites jambes bougeant rapidement, ses cheveux bruns volant au vent. Il a franchi la ligne d'arrivée en premier et s'est retourné avec un sourire radieux lorsqu'il a aperçu son père. « Papa, je suis le plus rapide. » Ethan a couru vers Nathan,
les bras levés pour qu'il le prenne dans ses bras. Nathan a ri, s'est baissé, a soulevé son fils et l'a fait tournoyer jusqu'à ce que le garçon pousse des cris de joie. « Tu as été formidable. »« Qui t'a appris à courir aussi vite? »« C'est Vivien qui m'a appris, » répondit Ethan, encore essoufflé par la course. Elle m'a dit qu'elle avait appris à courir pour attraper le bus quand elle était petite, parce que si elle le ratait, ses pieds étaient fatigués de marcher. Nathan leva les yeux vers le porche où Vivien se tenait appuyé contre une colonne, observant le père et le fils avec un doux sourire. Le soleil doré de l'après-midi illuminait son visage, faisant briller ses yeux bruns et chaleureux. À cet instant, Nathan ressentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais après la mort de Catherine. Le bonheur. « Va à l'intérieur et va chercher de l'eau. » Nathan fit asseoir Ethan et lui ébouriffa les cheveux. « Je veux parler à Vivien un instant. » Ethan regarda son père, puis Vivien, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. « Papa veut encore parler de choses d'adultes. » Puis, avant que Nathan n'ait le temps de réagir, le garçon gloussa et courut à l'intérieur, laissant Nathan et Vivien debout dans le jardin baigné de soleil, entourés du chant des oiseaux et du parfum subtil des fleurs. Nathan et Vivien se tenaient face à face dans le jardin. Le soleil de fin d'après-midi, couleur miel doré, se déversait sur ses épaules et illuminait ses cheveux bruns et ses yeux chaleureux. Nathan prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'il avait à dire. « L'avocat m'a appelé aujourd'hui. » Vivienne entendit cela et son visage se crispa immédiatement d'inquiétude. « Est-ce que cela concerne la garde? Serena a-t-elle fait quelque chose depuis la prison? » Nathan secoua la tête. « Non, cela ne concerne pas Ethan. Ils ont appelé au sujet de ton contrat de travail. » Vivienne pâlit, son cœur sembla s'arrêter de battre. Qu'avait-elle fait de mal? Était-elle devenue trop proche de cette famille? Avait-elle franchi une ligne qu'un tuteur n'était pas censé franchir? « C'est moi. J'ai fait quelque chose de mal. » Nathan la regarda, ses yeux empreints d'une douceur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Je veux résilier le contrat. » Le cœur de Vivien se serra. Elle savait que ce jour arriverait. Elle n'était qu'une domestique, une tutrice temporaire, pas quelqu'un qui appartenait au monde de Nathan Blackwell. Elle baissa la tête, la voix faible et tremblante. « Je comprends. Si vous voulez que je parte, je ferai mes valises ce soir. » Mais Nathan s'approcha d'elle et s'arrêta juste devant elle. « Vous ne comprenez pas, Vivienne. Je ne veux plus que vous soyez une employée. » Vivienne releva la tête, les yeux remplis de confusion. Nathan continua, d'une voix basse et sincère. « Quand je suis rentré à la maison ce jour-là et que je vous ai vu sur la pelouse avec Ethan, je n'ai pas seulement vu une babysitter. J'ai vu ce qui manquait à cette maison depuis 4 ans. J'ai vu ce qui m'avait manqué pendant 4 ans. La lumière, les rires, la chaleur. » Il fit une pause, puis continua. « Ces 6 derniers mois, tu m'as appris à être père. Tu m'as appris que l'argent et le pouvoir ne signifient rien s'il n'y a personne avec qui partager des rires. Tu m'as appris que l'amour ne s'achète pas avec de l'argent. Il doit se construire avec du temps et de la sincérité. Tu nous as sauvés, Vivienne, Ethan et moi. » Nathan a fouillé dans sa veste et en a sorti une petite boîte en velours noir, puis en a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en platine avec un pendentif finement ouvragé en forme de petit avion en papier. Vivienne l'a regardé, les yeux écarquillés de surprise. C'était la première chose qu'Ethan avait dessinée lorsqu'il s'était rétabli. Nathan a expliqué. « Un avion en papier? » Il a dit. « Cela symbolisait la liberté. » Le fait de pouvoir voler où l'on veut sans que personne ne nous en empêche. J'ai demandé à quelqu'un de le transformer en collier pour toi. Il sortit le collier et l'attacha délicatement autour du cou de Vivien. Je ne te demande pas de te marier. Pas encore. Je sais que tu dois terminer tes études. Tu dois trouver ta propre voie. Tu dois prouver au monde et à toi-même que tu peux voler de tes propres ailes. Je respecte cela, mais je veux que tu restes. Pas en tant que membre du personnel, ni en tant que tutrice, mais en tant que famille, tous les 3. Sans contrat, sans limite, sans distance, juste nous. » Vivienne sentit les larmes lui monter aux yeux et elle ne put les retenir plus longtemps. Elles coulèrent sur ses joues. Mais ce n'étaient pas les larmes de douleur qu'elle avait versées tant de fois dans sa vie. C'étaient des larmes de bonheur. « Toi et Ethan m'avez sauvé aussi, » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Je n'avais rien avant de venir ici. Pas de famille, pas de maison, pas d'avenir. Ethan m'a donné une raison de vivre.
Il m'a donné quelqu'un à aimer et à protéger. Et toi, tu m'as donné un endroit où je me sens chez moi. Vivienne acquiesça, puis se mit sur la pointe des pieds et enlaça Nathan. Il la serra fort dans ses bras, sentant la chaleur de son corps imprégner le vide froid dans sa poitrine. Puis ils s'embrassèrent. Leur premier baiser, lent, doux, plein de promesses. Pas un baiser passionné, mais le baiser tendre de deux âmes qui s'étaient retrouvées après tant de souffrances. Papa et Vivien s'embrassent, c'est dégoûtant. La voix d'Ethan retentit depuis le porche, les faisant sursauter et s'écarter l'un de l'autre. Ils se tenaient là, un verre d'eau à la main, le visage déformé comme s'ils venaient de mordre dans un citron. Nathan et Vivien se regardèrent, puis éclatèrent en de rire tous les deux. Ethan courut vers eux, se glissa entre eux, et tous les trois se serrèrent dans les bras l'un de l'autre dans le jardin, baignés par le soleil couchant. « Je veux qu'on aille à la plage demain, » dit Ethan, les yeux brillants. Vivienne n'a jamais vu l'océan. Nathan regarda Vivienne avec surprise. « Vraiment, tu n'as jamais vu l'océan? » Vivienne rougit, un peu gênée. « Je ne suis pas beaucoup sortie quand j'étais petite. L'océan a toujours été un rêve lointain pour moi. » Nathan sourit, le sourire le plus chaleureux qu'il ait eu depuis la mort de Catherine. « Alors fais tes valises. Demain, nous allons à la plage. Après-demain, nous allons à la montagne. Nous avons toute une vie pour rattraper le temps perdu. » Tous les trois entrèrent dans la maison. Une lumière jaune et chaleureuse s'échappait de l'intérieur pour les accueillir. Nathan regarda Vivienne tenir la main d'Ethan, regarda son fils parler sans arrêt des vagues et des châteaux de sable, et il comprit quelque chose. Le bonheur était entré dans sa vie par la porte de derrière, vêtu d'un uniforme vert bon marché et de gants en caoutchouc jaune vif. Il n'était pas arrivé sous la forme qu'il attendait. Il n'était pas venu comme il l'avait imaginé. Mais il était là, il était réel. La porte se referma derrière eux, laissant le jardin s'enfoncer dans la douce obscurité de la nuit. Ce jardin renfermait désormais un secret. Le secret de la façon dont une paire de gants jaunes bon marché avait changé à jamais le destin de trois âmes. Leur histoire ne s'est pas terminée par la phrase familière « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Elle s'est terminée par quelque chose de mieux, de plus vrai et de plus beau. Ils ont été courageux et ils ont vraiment vécu. L'histoire s'arrête ici. Cette histoire nous enseigne de nombreuses leçons précieuses pour la vie. Premièrement, l'amour sincère n'a pas besoin d'argent ni de statut social. Il a seulement besoin d'un cœur qui sait aimer et qui est prêt à se sacrifier. Vive n'avait rien d'autre que sa gentillesse. Pourtant, elle a sauvé un enfant d'une manière que des millions de dollars n'auraient pas pu faire. Deuxièmement, ne restez jamais silencieux face au mal, car le silence est une forme de complicité. Troisièmement, la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit des personnes qui sont prêtes à vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Et enfin, le bonheur vient parfois d'où on s'y attend le moins, à condition d'ouvrir son cœur pour le recevoir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la dernière minute. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Vous a-t-elle rappelé quelque chose dans votre vie réelle? Laissez un commentaire et partagez ce que vous avez sur le cœur. Nous voulons vraiment vous écouter. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les histoires touchantes que nous vous proposons chaque jour. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de calme et de paix. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.